recommence. Et je regarde le TD que j'avais, qui doit être un TD historique. La première partie, c'est des réductions. La première partie, en fait, on l'a déjà faite. Et on va faire la partie... on va faire la partie pi calcul typé, d'accord? On va s'entraîner à faire du pi calcul typé parce que c'est quelque chose que vous devez savoir faire pour l'examen et qui montre que vous avez compris un petit peu comment on applique des disciplines de type dans le domaine de pi. Alors, hop, hop, le truc machin, voilà. Et on essaie de donner des types simples à ces processus. Alors, celui-là, P1, vous voyez, c'est A de x.x bar, A de x.x, A bar, B, A bar, B. Donc évidemment, techniquement, on n'a pas le besoin de donner un type à x, parce qu'il va être déduit du type de A, vu que c'est un non lié qui est donné par A. Mais on peut essayer de tout détailler, et après on donnera le contexte qui va bien. Donc, on fait les types simples. Hein. Type... Est-ce que je suis en train d'enregistrer? Oui. Alors, les types simples, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? On voit que B, par exemple, B, I ne... et que B, on reçoit rien, on n'envoie rien sur B. Du coup, B, on va lui donner le type dièse de rien. D'accord? C'est un canal, mais c'est un canal qui transporte rien. Du coup, A, on voit qu'il transporte B, donc on peut lui donner le type dièse, dièse, rien. Hein, avec des parenthèses implicites ici. C'est-à-dire, je transporte un bonhomme qui transporte du rien. Et X, il est transporté par A, donc forcément, il doit avoir le même type que ce qui se passe dans A. Et du coup, ça va être le type dièse 1. Bon, X c'était quelque chose d'interne, du coup on peut dire que le contexte gamma, ça va être A de type dièse dièse rien, et B de type dièse rien. Et à partir de ça, je peux essayer de typer mon processus. Alors généralement c'est pas ce que je vous demande aux examens parce que ça prend trop de temps, mais ce que je vous demande c'est plutôt que vous me donniez le contexte de typage qu'on a ici. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on essaye de typer le processus? Je le fais pour le premier processus, puis après je ferai plus ces dérivations de typage, mais c'est juste pour vous montrer comment on type concrètement un processus, et puis pour rappeler des bons souvenirs à ceux qui font tasse. Donc là, mon processus, c'est une composition parallèle, donc il faut que j'utilise la règle du par. Et en fait, la règle du par, je peux l'utiliser 3 fois, parce que j'ai 3 parts, et ça va me faire, dans le même contexte gamma, je dois typer a de x.x bar, je dois typer a de x.x, je dois typer a bar de b, et je dois typer a bar de b. Hop, hop. Ça c'est facile. Dans le contexte gamma typé a bar de b, j'ai le droit de le typer en utilisant la règle du out, mais il faut que gamma de a ce soit dièse un truc, en l'occurrence gamma de a c'est dièse rien, et il faut que gamma de b ce soit truc, c'est-à-dire le truc qu'il y a dans a. Et ça marche. Mon contexte gamma, il me dit que gamma de a c'est dièse rien, et que gamma de b c'est dièse rien. Donc c'est bon, cet output il est bien typé, parce que je peux mettre ça dans ça. Donc pareil ici, je peux faire la règle de l'output, c'est la même, hein, puisque d'ailleurs c'est le même processus. Ici, qu'est-ce qui se passe? Pour typer a de x.x, il faut que je rajoute, il faut que je regarde que gamma de a soit égal à un truc, et là c'est égal à dièse. Oui, j'ai lancé le record, je vais faire revérifier, mais oui, c'est bon, le record est lancé. Mais merci de vérifier.
Donc, dans gamma de A, j'ai dièse, dièse, rien. Et du coup, il faut que je type la suite, c'est-à-dire que je type x, dans un contexte qui est gamma, plus le fait que x a le type, enfin x est transporté sur A, donc x a le type, le contenu de A. Donc x est le type dièse rien. D'accord. Donc x est le type dièse rien. Ici, qu'est-ce que je fais? Je reçois rien sur x. Donc ça correspond bien au fait qu'il a le type dièse rien. Et donc là, c'est bien un in. Ensuite, ici, pour typer ce truc-là, il faut que gamma de A, ce soit un type dièse quelque chose. Et ça marche, puisque c'est un dièse dièse rien. Et il faut que dans la suite, je considère que x a le type dièse rien pour typer x bar. Et là, ça marche, parce que x bar, j'en vois rien sur x. Et x a le type dièse bar. Donc, tout va bien. Ici, c'est la règle out. Donc voilà comment je fais ma dérivation de typage à partir de mon environnement de typage. Si vous avez du mal avec ça, je peux en refaire une, hein, vous pouvez me le demander. Et je refais sur un suivant une dérivation de typage. Sinon, on va se contenter de donner les contextes dans lesquels ces termes sont bien typés. Donc on regarde P2. P2, c'est NuC. Vous voulez que j'en fasse une? Alors je vais en refaire une ici. V de C, B de X, point X bar. Alors on essaye de construire gamma d'abord, avant de faire la dérivation. Construire un bon gamma et de regarder si c'est typable ou pas. On voit que B ça reçoit du X et que A ça envoie du C. Bon, attendez, on va pas faire P2, on va faire P'2 parce que P'2 il était un peu plus intéressant que P2. Je sais pas si vous vous souvenez. P2 c'est celui qui est bloqué. C'est juste que là il y a un B, là il y a un A et on va faire A de X, point X bar. Donc là, je regarde qu'est-ce que j'ai. Ici j'ai un non C qui est restreint. Donc ça veut dire que dans le gamma on ne verra pas apparaître le type de C. Mais ici j'ai un C et je reçois rien sur C. Donc il faut que C il ait le type dièse, je reçois rien. Et ensuite ici j'ai A qui transporte du C, donc il faut que A soit de type dièse, dièse, rien. C'est-à-dire il transporte un truc qui est du C, et C est de type dièse, rien. Ici j'ai X qui est de type dièse, rien, et ici j'ai et X il est reçu sur A, et j'ai dit que A il était de type dièse, dièse, rien, et donc ça colle plutôt, parce que recevoir un truc sur lequel on passe rien, sur un canal sur lequel on fait passer des choses qui passent rien, c'est possible. Donc je refais, donc mon gamma, ça va être de dire que, ça va être juste de dire A a le type dièse, dièse, rien. C'est ça mon gamma. Et avec mon gamma, je veux prouver que nu C A bar de C parallèle C, parallèle A de X, point X bar, je veux prouver que ça est typable. La première règle que je fais, c'est la règle du res. La règle du res, elle me dit je peux typer ça à condition de pouvoir typer ce qu'il y a sous le res en rajoutant à gamma en rajoutant à gamma un type pour C. Donc là, je suis obligé d'inventer un type pour C. Et comme j'ai fait ma petite analyse préliminaire, je sais que le type qu'il faut que je donne à C, c'est dièse rien. Donc ça, maintenant, je vais l'appeler gamma prime. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai trois choses en parallèle. J'ai C, j'ai A bar de C, et j'ai A de X, point X bar. Je vais devoir les typer avec gamma prime. Est-ce que j'ai le droit de typer A bar de C avec gamma prime? Pour typer un output, il faut que... ah oui, peut-être que ça aurait été malin de ma part, pédagogiquement, d'avoir ouvert ce truc-là à côté. D'accord? Pour typer un output, ce que j'ai montré tout à l'heure, il faut que je type la suite de l'output avec le même gamma. Il faut que je type... il faut que dans gamma, A ait le type dièse quelque chose. Et il faut que V ait le type quelque chose. Le type qui est transporté par 1. Par le type de A. Du coup, là, ça marche. Je peux faire un out. Parce que
Alors après, c'est vrai que quand je fais des outs, peut-être qu'il faudrait que je dise que je type 0 avec la règle nil, mais souvent la règle nil, on l'oublie, parce que si on n'a pas des types linéaires, elle est implicite. Non, c'est pas ça. Donc, où j'en étais? Donc pour typer mon output, il faut que gamma de A, ce soit quelque chose de... enfin, pardon, gamma prime de A, c'est quoi? C'est dièse dièse nat. Dièse dièse rien, pardon. Et il faut que C, ce qui est... il faut que C soit de type ce truc-là. Et ça tombe bien parce que dans gamma prime, C, il est de type dièse rien. Donc là, ça marche bien de ce côté-là parce que j'envoie un truc de type dièse rien sur un truc de type dièse dièse rien. Maintenant, si je type, si je veux typer C ici, alors après, il manque ce truc nil au-dessus, mais je vais plus le mettre maintenant parce que c'est implicite. Maintenant, si je veux typer ce truc C, ça marche, mais il faut que dans gamma prime C soit de type dièse quelque chose, et que ce que je reçois sur C soit de type quelque chose. Hein, vous vous souvenez, in, il faut que A soit de type dièse quelque chose, et ensuite je prends X de type de machin, mais là il n'y a pas de continuation, donc je m'arrête ici, puis il n'y a pas de X non plus. Donc ça c'est bon, et de ce côté-là, je vais faire la règle du in, et elle me dit, et pareil, là je mets pas le 0, et là je fais la règle du in, qui me dit qu'il faut que je rajoute à gamma prime le fait que x est de type ce qui est transporté par A, donc je regarde dans gamma prime quel est le type de A, bah c'est dièse dièse nat, dièse, rien, pardon, dièse dièse rien, et donc il faut que x soit de type dièse rien, et que j'arrive à typer x bar. Et ça je peux le faire avec la règle du out, là j'ai un contexte que je vais appeler gamma seconde, donc gamma seconde c'est A de type dièse dièse rien, C de type dièse rien et X de type dièse rien. Et il faut que dans ce contexte, je type que X bar est bien typé. X bar est bien typé parce que dans gamma seconde, X a le type dièse rien et X est bien en train d'envoyer du rien. Donc là c'est bon, j'ai un système de type qui va bien. Alors je passe à la suite. Ouf. Donc je vais faire P3. P3, j'ai une dérivation. Donc sur A, je fais passer du X. Donc A, il est de type dièse T, avec un T quelconque. Sur B, je fais passer du X. Donc B, il est de type dièse T avec le même T que celui qu'il y a dans A, puisque X passe à la fois sur A et sur B. Z, il passe sur B, mais je m'en resserre pas. V, je l'envoie sur A, donc il est de type T. Y, c'est quelque chose de type B, et j'envoie sur A quelque chose du même type. Donc ça marche pour n'importe quel T. Je peux typer ce processus-là avec un gamma, ou avec un gamma et n'importe quel T. Il suffit de donner à A le type dièse T, à B le type dièse T aussi, et à V le type T. Donc vous pouvez mettre nat, vous pouvez mettre dièse quelque chose, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ça marche. Et parce que ici je reçois quelque chose de type T, que je passe à B, mais c'est bien parce que B transporte quelque chose de type T. Ici je reçois un Z, mais je m'en sers pas. Mais je reçois un Z et B est bien en mesure de recevoir quelque chose parce que c'est bien un canal. Ici j'envoie V sur A. V est de type T, A est de type dièse T, donc ça marche. Ici je reçois Y sur B. Ce que je fais là c'est la dérivation, mais je l'ai fait oralement. Hein. Ici je reçois Y sur B. Donc comme B est bien de type dièse T, donc Y sera de type T. Et ensuite j'envoie Y sur A. Y est de type T, je viens de le dire. Et A est bien de type dièse T, donc j'ai le droit d'envoyer Y sur A. Donc ce processus est typable. Et je peux donner ce type-là. Pour le processus P3. P4 c'est pas intéressant. P5 ça a l'air d'être plus intéressant.
Alors, j'ai un type A sur lequel j'en vois rien. Donc, le type de A, enfin, j'ai A sur lequel j'en vois rien, donc le type de A, ça va être dièse rien. J'en vois B sur A. Donc, le type de B, ça va être dièse rien. Le type de Y, ça va être dièse rien, puisque je le reçois sur B. Et donc quand j'essaye de rien envoyer sur Y, ça va marcher, puisque Y est de type dièse rien. Ici, je reçois X sur B. X est de type dièse rien. Donc, pardon, B est de type dièse rien, donc X est de type dièse rien. Et je reçois rien sur A. Ça, c'est possible parce que A est de type dièse rien. Et j'envoie rien sur X. C'est possible aussi parce que X est de type dièse rien. Donc le gamma A dièse rien, B dièse rien, il permet de typer P5 correctement. Regardons maintenant P6. P6, il dit A de X, point X, nu C, A bar de C, C bar, parallèle A bar de B, parallèle B bar. Là, qu'est-ce que je vais prendre comme gamma? B, c'est quelque chose sur lequel j'en vois rien, donc ça va être dièse rien. Là, j'en vois B sur A, donc A doit être forcément de type dièse rien. Ici, je reçois X sur A, donc X est de type ce qui est transporté par A, du dièse rien. X, ici, je reçois rien sur X, c'est bien, c'est bon. Si je crée un nouveau nom C que j'utilise en envoyant sur A. Donc ça veut dire que le nom C, là, doit être de type dièse rien, vu qu'il est envoyé sur A. Et ici, j'envoie rien sur C. Donc ça marche aussi. Donc je peux typer ce processus avec ce type-là. Vous voyez que quand on a des... je donne les noms libres ici. P et A, ce sont les noms libres de P6. Et les autres noms peuvent se déduire. Les noms liés par des inputs peuvent se déduire. Le nom de I, le type de X, là, le type des noms liés par des inputs peuvent se déduire. X, je peux le déduire parce que, comme je le reçois sur A, il est du type là. Par contre, ceux-là, je ne peux pas les déduire. Ceux-là, je suis obligé de les inventer. Et donc, ça voudrait dire qu'il faudrait un gamma qui parle en plus des noms inventés. Donc là, ou alors des fois, on annote le nu en disant je veux un nouveau nom C de type quelque chose, pour être clair. Donc là, on a vu que pour que ça marche, il faut absolument que ce nu soit de type dièse rien. Alors, continuons. Et ici, on a P7. P7, c'est bang A de X, point X bar de A, parallèle bang BY, point Y bar de B, parallèle A bar de B. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Si B a le type T, A, il a forcément le type dièse T, puisque A envoie du B. Donc, ici, X, c'est quelque chose qui a le type T, puisqu'il est reçu sur A, mais c'est aussi quelque chose, comme j'envoie A, qui a le type dièse T. Et là, vous voyez qu'il y a une contradiction. Cette chose-là, on a d'un côté ce A de X qui force X à avoir le type T si A a le type dièse T, et de l'autre côté, on a ce X bar de A qui force X à avoir le type dièse T si A est de type dièse T. Et là, vous voyez qu'il n'y a pas de solution. On ne peut pas être à la fois de type T et de type dièse T. C'est pas possible avec un type fini de faire ça. Alors c'est possible si on s'autorise les types isorécursifs, équirécursifs, etc. Mais là, au niveau où on en est des types simples, c'est pas possible. Donc celui-là, il n'est pas typable. Comment vous pouvez dire qu'il n'est pas typable? Vous exhibez cette contradiction en disant que B a forcément un type qui s'appelle T. Hein, si le terme est typable, B est associé à un certain T. On ne sait pas lequel, on n'a pas besoin de savoir lequel. On a juste besoin de voir que si B est associé à un type T, A a forcément un type dièse T, vu qu'il envoie du B. Donc que X a le type T aussi, mais que X, comme il envoie du A, a aussi le type dièse T. Et là, vous aboutissez à une contradiction, et donc ça veut dire
que le terme n'est pas typable. Pas besoin de construire la dérivation et de montrer où ça explose. Vous m'exhibez la contradiction et et ça suffit pour dire qu'il n'est pas typable. Alors maintenant, j'avais rajouté quelques petits termes ad hoc dans ici. Et c'était cela. Hop. Non, ça marche pas. Imprime écran. CTRL V. Couper. Clic, 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 clic. Alors, le terme là qu'on va appeler Q1, on essaye de le typer. Alors, comme on fait quand on a un gros machin comme ça, on essaye de trouver la chose la plus simple qu'on sait faire. Par exemple, là, on voit que V, il faut lui donner un certain type, appelons-le T, et que comme on transporte V sur A a forcément, si V a le type T, le type d'IST. Est-ce que ça va, ça? Vous arrivez à... Est-ce que vous voulez encore qu'on fasse des dérivations? Ou est-ce que vous arrivez à faire deux têtes, ce processus de... Bon, si V a le type T, forcément A le type d'IST, vu que A transporte du V. Après, vous pouvez aller regarder. Ici, j'ai un A qui transporte du X, et ce X, je l'utilise pour l'envoyer sur B. Donc ça veut dire que ce que transporte B, c'est la même chose que ce que transporte A. Donc B a aussi le type d'IST. Ici, vous voyez que B reçoit un Y, et ce Y, il est utilisé uniquement pour faire un C-bar. Donc ça veut dire que C transporte la même chose que ce que transportent B et A, et donc de type d'IST aussi. Et enfin, ici sur C, je reçois un Z, donc Z est de type T, et ce Z, je l'envoie sur A. Et ça tombe bien parce que A est de type d'IST, donc il peut bien transporter du T. Donc vous voyez que c'est cohérent d'utiliser un gamma qui associe n'importe quel type T à V, le type d'IST à A, le type d'IST à B et le type d'IST à C. Bon, ça c'est plutôt facile. Et regardons le deuxième. Le deuxième, c'est un modèle de liste ou de séquence en picalcul. Ça, c'est un constructeur de séquence qui dit Y est le successeur de X. Ça, c'est je reçois de X sur X une requête. Et ce que je fais, c'est que je forward la requête à Y et que je reconstruis le nœud XY. Bon, peut-être vous ne le voyez pas tout de suite, mais c'est ça que ça fait. Maintenant, essayons de typer ce truc-là. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, on essaye de regarder les préfixes les plus simples, et puis on voit que on a ici... Alors, on va essayer de typer les noms liés. Au début, on a R qui doit être d'un certain type T, et on a X qui transporte du R. Donc X doit être de type d'IST. Y transporte du R aussi, donc Y doit aussi être de type d'IST. Et une fois qu'on a ça, on peut regarder ici qu'on fait un P de XY, donc P doit être de type dièse à gauche, j'ai du d'IST, à droite, j'ai du d'IST. Et ici, on voit qu'on reçoit XY aussi, et donc ça colle bien, parce que c'est bien, on a bien P qui est type dièse, d'IST, d'IST, et X qui est type d'IST, Y qui est type d'IST. Donc apparemment, tout marche, et évidemment, au moment où on écrit le gamma, on garde uniquement celui qui est libre, puisque les autres sont liés et sont récupérés à partir du type de gamma. Donc le gamma, c'est juste ça. Ensuite, quand on va voir l'input P, on va déduire que X est le type d'IST, puisque c'était la première composante reçue sur P, et que Y a le type d'IST, vu que c'était la deuxième composante reçue sur P. Et ensuite, on va en déduire que R a le type T, parce qu'il se passe ça ici, etc. Donc le gamma qui permet de typer Q2, c'est celui-là. Maintenant, on regarde Q3. Alors, comment on fait pour typer Q3? On essaie de construire un gamma, et on a un truc qui est bien, c'est que 18, c'est forcément de type nat, vu que c'est un entier. Donc, on est sûr que D a le type dièse nat. Ça, c'est sûr et certain. Et là, on voit qu'on fait C bar de D. Donc, C a forcément le type dièse
dièse nat. D'accord? Donc là, j'ai regardé ici que ça c'est bien typé, en parallèle de ça qui est bien typé, et à chaque fois ça me force, ça me précise mon environnement de typage. Donc si j'ai un D bar de 18, ça force D à avoir le type dièse nat. Si j'ai un C bar de D, et que D a le type dièse nat, ça force C à avoir le type dièse nat. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai un A bar de 3. Donc là c'est pareil, ça force A à avoir le type dièse nat. Maintenant j'ai P bar de A et de C. A, il a forcément le type dièse nat. C, il a forcément le type dièse nat. Donc P aura forcément le type dièse. À gauche, c'est du A, donc c'est du dièse nat. Et à droite, c'est du C, donc c'est du dièse nat. Ensuite, ici, j'ai P bar de B et de C. Alors ça marche parce que C est de type dièse nat et que P bar, ce qui est à droite, ça doit être du dièse nat. Par contre, ce qui est à gauche, c'est B, que je ne connais pas encore, mais là, ça force B à avoir le même type que A, si vous voulez, puisque tous les deux sont utilisés comme membre gauche d'un message sur P. Donc B, c'est obligé qu'il ait le type dièse nat. Donc là, vous voyez, je raisonne par nécessité. Hein. C'est-à-dire, D et A, ils ont forcément ce type-là, donc lui a forcément ce type-là, donc lui a forcément ça, c'est le forcément qui est important dans ce que je dis. C'est-à-dire, c'est obligé. Ces choses-là se déduisent de choses qui doivent être le cas. C'est-à-dire que D doit avoir le type dièse nat, et donc elles doivent être le cas aussi. Donc B est de type dièse nat, là je le sais parce que j'ai fait P bar de B et qu'il y avait un P bar de A ici, et que je connaissais le type forcé de 1. Et ici j'ai fait un F bar de B. Donc maintenant, je me doute que comme F transporte du B, F doit être de type dièse, le type de B, c'est-à-dire dièse nat. Ici je reçois X sur F, qui est de type dièse nat, donc X est de type dièse nat. Donc ici, et ici je fais G bar de XC. Alors j'ai oublié de mettre des crochets, mais c'est des crochets. Je fais G bar de XC. Donc le type de G, c'est dièse de deux trucs. Ce qui est à droite, c'est du C. Donc c'est ce qui est à droite dans le type de G, c'est forcément dièse nat. Et ce qui est à gauche, c'est du X qui est reçu sur F. Le type de X, c'est obligé que ce soit dièse nat. Vu que le type de F, c'est obligé que ce soit dièse nat. Et que X est reçu sur F. Donc le type de G, c'est dièse nat. Finalement, c'est le même que le type de P. D'accord? Et là, j'ai G bar de C. G a le type dièse nat. C a le type dièse nat. Donc je ne peux pas l'utiliser ici. Il y a un mismatch entre le fait d'utiliser C en première composante de G et le fait que C doit avoir le type dièse nat. Et vous avez vu que pour arriver à ce mismatch, on a dû remonter tout le processus. On a dû parcourir tout le processus et dire lui a forcément le type dièse nat, lui aussi, donc C a le type dièse nat, et puis on avait vu que B a forcément le type dièse nat, donc X aussi, donc X et C n'ont pas le même type. Il y en a un qui est reçu sur F, donc qui est du dièse nat, et l'autre qui est du dièse nat parce qu'il passait du D qui passait du nat. Et donc on ne peut pas les inverser, on ne peut pas faire G bar de XC et G bar de CX, parce qu'il y en a un des deux qui a le type dièse nat et l'autre qui a le type dièse nat. Donc le type de G, c'est soit d'avoir du dièse nat à gauche et du dièse nat à droite, soit l'inverse, mais ça ne peut pas être les deux. D'accord? Si ici c'était une autre lettre que G, c'était pas grave, parce qu'on aurait dit G, c'est dièse nat à gauche, dièse nat à droite, et puis cette autre lettre, c'est dièse nat à droite, à gauche, dièse nat à droite. Mais en fait, là, on s'est fait avoir, et c'est sûr que ce processus-là n'est pas typable. Et du coup, vous venez raisonner par nécessité, en montrant à chaque fois le processus et en disant que vous déduisez ça, vous déduisez ça, vous déduisez ça, vous déduisez ça, et à la fin, vous déduisez deux choses contradictoires, vous écrivez contradiction, et le processus n'est pas typable. Alors j'espère que ça va pour les types simples, mais généralement, c'est typiquement, je peux dire ça, c'est un peu drôle, c'est ça que vous devriez avoir aux examens. Par exemple, l'année dernière, c'était donner les types simples au processus suivant et expliquer pourquoi ils ne sont pas typables. Donc je le fais oralement. Lui, il reçoit... Alors, sur X, il ne se passe rien.
sur y il se passe rien, et sur a on reçoit x et y. Donc on peut voir que a est de type dièse, dièse rien, dièse rien. Sur c je reçois z que j'émets ensuite comme deuxième composante de a, donc sur c je reçois du dièse rien. Ça c'est du dièse rien, ça c'est du dièse rien. Ça c'est du dièse rien sur du dièse rien, c'est bon. Et ça c'est du dièse rien sur du dièse rien, c'est bon. Donc ce truc là est typable avec D et B de type dièse rien, C de type dièse dièse rien, et A de type dièse dièse rien, dièse rien. Peut-on pour montrer qu'on ne peut pas typer un est-ce qu'on veut le réduire un peu vers un contre-exemple mal typé? Oui. Oui, parce que je ne voulais pas montrer, mais les types simples ont une propriété de subject reduction qui font que un processus... Alors attendez, est-ce que c'est vrai ce que je dis? La subject reduction dit que si un processus est typable, alors son réduit est typable, mais elle dit... Non, bah non, du coup on ne peut pas, oui, c'est ça. La subject reduction, Loïc, elle dit si jamais P est typable et que P se réduit en P', alors P' est typable avec le même type. D'accord? Mais elle dit pas que si P... Elle dit pas ce truc-là. Elle dit pas que si P' est typable et que P se réduit en P', alors P est typable. Imaginez le processus A bar de A parallèle A de X. Vous êtes d'accord que ça, c'est pas typable. Parce que A bar de A, c'est pas typable. Le type de A, et ça fait un type récursif. Mais, avec les règles du pi calcul, je peux faire une réduction pour arriver en 0. Et 0, c'est typable. Du coup, votre proposition, elle marche pas. Vous pouvez pas réduire un peu votre terme, parce que vous risquez entre autres de faire disparaître, par la réduction, des choses qui étaient non typables. Alors évidemment, si vous pouvez pas faire disparaître les typabilités de mismatch, c'est-à-dire si vous avez un autre terme qui serait pas typable, c'est A bar de 1, 2 parallèle A de X, et lui, la raison pour laquelle vous pouvez pas le réduire, c'est justement parce qu'il n'est pas typable, parce que ici on essaie d'envoyer deux choses, et ici on essaie de recevoir une chose. Donc on est obligé de se taper le contre-exemple en entier, sans de le réduire avant, pour voir s'il est typable ou pas. Et alors S2, est-ce qu'il est typable ou pas? Pareil, on fait le même raisonnement. C c'est du dièse, je vais dire dièse pour dièse rien. Donc C c'est du dièse, donc A c'est du dièse dièse. B c'est du dièse aussi, A c'est du dièse dièse. Donc X c'est du dièse, j'envoie X sur A, c'est bon, et j'envoie et B, et je reçois un B qui est du dièse, et donc il m'a l'air typable aussi. Bon, c'est marrant, pourquoi je n'ai pas donné de trucs typables? Donc les deux m'ont l'air typables, ici avec B et C qui ont le type dièse, et A qui a le type dièse dièse. Hop. Ah, barre de zoom. Voilà. L'autre examen de l'année dernière, c'était... Donc là, B a le type dièse, C a le type dièse aussi, puisqu'ils sont transportés sur A, et A a le type dièse dièse, c'est bon. Ici, j'ai A qui a le... J'ai C qui transporte du A, donc si A a le type T, C a le type dièse T. Donc... Ah et voilà, donc là, j'espère que vous voyez ici. Comment on montre que celui-là, il n'est pas typable? On dit que A a le type T. A, il a forcément un type T quelconque, hein, puisque c'est un nom. Donc C a le type dièse T, puisqu'il transporte du A. A a le type T, C a le type dièse T. Peut-être c'est carrément mieux si je le fais proprement. Alors, on a dit quoi? On a dit A... on regarde celui-là. Donc A, il faut que je lui donne un type quelconque, T. C, il transporte du A.
Donc C, il a forcément le type dièse T. Ensuite, ici, je reçois Z sur A. Donc quand je fais C de Z, Z, il a le type T. Et ensuite, je fais A bar de Z. Mais A a le type T et Z a le type T. Pour pouvoir faire A bar, il faut que A soit un type de type dièse quelque chose. Donc il faut que ce T, ce soit un type dièse Q, si vous voulez. Et ici, j'ai que je transporte du T. Donc en fait, il faut que A bar, A est le type dièse T. Donc ça fait que T est égal à dièse T. Et ça, pareil, c'est pas possible. Donc celui-là n'est pas typable parce que vous voyez que sur C, on transporte à la fois du A et des choses qui pourraient être transportées sur A. Donc il y a un problème d'ordre et ce truc n'est pas typable. Et si on regarde celui-là, qu'est-ce que ça donne? X égale 0, ça veut dire que ça c'est un entier. Et pif, pif, pif. Voilà, donc il faut que X c'est de type nat, A c'est de type dièse nat T dièse un truc dièse T et ça suffit. Là on voit que R est de type, donc A, le type de A c'est dièse nat T dièse T, donc ça R c'est de type dièse T et Y est type T, donc ça marche. Ici le nu C il va être de type dièse T aussi. A, ici je lui donne bien un nat, donc c'est bon. Je lui donne un Y qui est bien de type T, donc c'est bon. Je lui donne un C qui est bien de type dièse T, donc c'est bon. Ici sur C qui est de type dièse T, je reçois un Z, donc il faut que Z est de type T. Et ici sur R, j'envoie Z. R, c'est quelque chose que j'ai reçu sur A en dernière position, donc c'est de type dièse T. Et Z, c'est quelque chose que j'ai reçu sur C, donc c'est de type T. Donc j'envoie bien un T sur du dièse T, et donc c'est bien typable, avec comme environnement de typage juste ça. Voilà pour le typage simple. Donc c'est quelque chose que vous devez maîtriser, vous avez le droit de vous entraîner et de prendre vos documents pour le jour de l'examen. Maintenant, on passe au typage moins simple, au typage pour la terminaison. Et est-ce que j'en ai donné les années précédentes? On va en faire juste un. On va faire celui-là. Pourquoi ce processus-là est terminant? D'accord? Donc, ce processus-là, il est terminant. Enfin, pardon. Si on arrive à lui donner une affectation de niveau qui va marcher, alors il est terminant. Vous vous souvenez de ça? Donc, il faut que je trouve un gamma qui donne un type à A, un type à B, un type à C, un type à D, et qui valide la condition que quand j'ai un bang, le niveau de lui est strictement plus grand que le niveau des outputs qui ont dessous. Donc il faut que je trouve un truc tel que le niveau de A est plus grand que le niveau de B, et le niveau de B est plus grand que le niveau de X. D'accord? Donc ce que je peux faire, c'est donner un grand niveau à A. Je lui donne le niveau 3. Et sur A, on fait rien passer, donc son type c'est dièse 3. Ensuite, il faut que B ait un niveau plus petit que A. Donc sur B, il faut que je lui donne le niveau 2. Et sur B, on fait passer du Z. D'accord? Et je ne sais pas ce que c'est que ce Z. C'est un type T. Pour le moment, je mets T. D'accord? Et je vois que C transforme du Z. Donc C, il est de type dièse T. Il faut que je donne un niveau à C. Mais comme je vois pas C apparaître, j'ai l'impression qu'il apparaîtrait pas en dessous, pour le moment je vais lui donner le niveau 1 et espérer que ça fonctionne. Donc B transporte du truc de type T, C transporte du truc de type T aussi,
Et il faut que je regarde ce qui se passe ici. Et, pardon, et D est le type transporté par C, pardon, donc D est de type T. Bon, intéressant. Maintenant, il faut que je regarde cette partie-là. Là, j'ai dit que le niveau de ça devait être plus grand que le niveau de ça. Donc le niveau de B doit être plus grand que le niveau de X. C'est quoi le niveau de X? C'est ce qui est transporté par B. Donc en fait, ce que transporte B, le T qui est là, c'est un type... c'est le type dièse quelque chose. Maintenant, je sais que ce qui passe sur du B, c'est quelque chose sur lequel je peux faire une émission. Donc ça va être dièse rien. Et par contre, le niveau de ce truc-là doit être strictement plus petit que le niveau de B, pour que je puisse en faire un output derrière un B. Donc du coup, je vais lui donner le niveau 1. Et ensuite, C, ce sera quelque chose qui transporte... maintenant, le type T, c'est ce truc-là. Donc C, ça va être dièse 1, rien. Et D, ça va être ce qui va bien, donc dièse 1, rien. Et là, ça marche. C'est-à-dire, non seulement c'est simplement typé, mais en plus, les inégalités des réplications sont vérifiées. C'est simplement typé parce que ici, A, c'est bien quelque chose qui envoie du rien. C, c'est bien dièse du type de D. Hein, ce truc-là, c'est ça. C, ici, en supposant que Z est de type dièse 1, j'ai bien le bon type de B là, parce que j'envoie bien quelque chose de type dièse 1. Et le type de A est bien aussi, parce que c'est quelque chose qui envoie rien. Et pareil ici, je reçois quelque chose de type dièse 1, et dessus, j'envoie bien rien. Donc c'est simplement typé. Maintenant, c'est bien typé pour le système de Deng-Son-Georgi, parce que ici, ce A, il a comme niveau 3, et dans ce processus-là, le poids, c'est-à-dire le niveau maximum d'un output, c'est le niveau de B, et le B envoie quelque chose au niveau 2. Donc là, j'ai bien 3, qui est strictement plus grand que 2, donc je peux typer ça. Pareil ici, j'ai B qui est de niveau 2, et dans ce processus-là, la seule chose que je fais, c'est d'envoyer sur X. X, c'est quelque chose qui est reçu par B, donc qui est de niveau 1, et 2 est strictement plus grand que 1. Donc, je prouve que ce processus est terminant en montrant qu'il est typable avec le système qui compare dans les réplications le niveau de l'input répliqué avec le poids du processus qu'il y a derrière. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? On voyait bien qu'il était terminant parce que, regardez ce qui se passe, ce C bar de D il joue avec ce C de Z là, donc là ça devient un bang A.B bar de D. Et ensuite avec ce A, j'échange mon A contre un B bar, qui va s'échanger contre un D bar, qui ensuite pourra plus rien faire. Donc quand je perds un A, je gagne un B, mais B c'est moins important que A, et quand je perds un B, je gagne le truc que transportait B, et le truc que transportait B, on a dit que c'était strictement moins important que B. Donc voilà le gamma qui permet de typer cette chose-là. Si vous voulez d'autres exemples, c'est plutôt ceux que j'ai fait en cours, et ceux que j'ai donnés ici, ça doit être ceux qu'on a vus en cours. C'est-à-dire là, ça fait que le niveau de A est strictement plus grand que lui-même. Niveau de A est strictement plus grand que le niveau de B. Ah oui, peut-être c'est ça que... Peut-être je vais prendre celui-là, parce que comme ça en fait un autre. En fait, la chose que j'aurais dû vous dire, effectivement, c'est que pour montrer qu'il est typable, il faut donner une affectation de niveau. Et pour montrer qu'il n'est pas typable, il faut montrer qu'il n'existe pas d'affectation de niveau. Et montrer qu'il n'existe pas d'affectation de niveau, c'est montrer qu'on aboutit à une contradiction quand on essaye d'affecter des niveaux. Par exemple, si on regarde... donc celui-là, c'est celui que j'ai montré en cours. Je peux le refaire une fois, si vous voulez. Quand je veux typer ce truc-là, il faut que je donne un type à C, un type à A, et c'est tout. A, il est de type dièse rien, et C, il est de type dièse le type de A. On le voit ici. Donc C, il va être de type... Ici, je vais mettre un niveau K, et ici, je vais mettre un niveau N, par exemple. Et je vais avoir C de type dièse K, dièse N de rien. Et à ce moment-là, comme je reçois X sur C, X est forcément de type dièse N, vu qu'il est reçu sur C et que C transporte du dièse N. Donc ici, je compare un A qui est de niveau N
un x qui est de niveau n aussi. Donc l'inégalité n strictement plus grand que n n'est pas vraie, donc ce terme-là n'est pas typable. Peu importe le n et le k que je donne à mes noms, à mes niveaux, enfin peu importe les niveaux n et k que je donne à mes types, ce terme-là ne sera jamais typable, puisque si je donne k à c et n à a, j'aboutis dans tous les cas à une contrainte n strictement plus grand que n. Donc pas typable. Est-ce que ça veut dire qu'il est divergent? Bah non, pas forcément. Bon là on voit qu'il est divergent, hein. Mais c'est pas parce qu'il n'est pas typable qu'il n'est pas divergent. Entre autres, par exemple si j'enlève ce a bar là, le processus est toujours pas typable, parce qu'il y a toujours le problème de on envoie un A sur C, et donc le X peut être instancié par C, donc le X aura le même type que A, et donc peu importe le niveau de A, il sera jamais strictement plus grand que lui-même. Donc même si j'ai pas ce A bar, le processus n'est pas typable. Pourtant, si j'ai pas le A bar, la boucle est jamais bootstrappée. Vous voyez, c'est-à-dire je fais un truc, j'ai un bang A.A bar, mais j'ai rien pour la lancer, donc j'ai un système qui termine trivialement parce qu'il est bloqué, quoi. Donc c'est pas parce qu'un système n'est pas typable qu'il est pas terminant. Mais je vous ai dit, hein, c'est indécidable la terminaison, donc on est obligé de faire des analyses qui ratent des systèmes qui sont terminants. Par contre, on est sûr que s'il est typable, il est terminant. C'est ce que je vous montrais tout à l'heure. Par l'absurde, on peut supposer que ce processus est typé, le réduire et aboutir sur point un bas qui va typer contradiction. Oui, donc là vous avez raison, pour le coup. Vous utilisez cette fois, Loïc, la subject réduction dans le bon sens. La subject réduction, elle nous dit, si un processus P est typé, alors ici avec le type de Deng-Son-Georgi, et que P se réduit en P', alors le processus P' est typable avec un N' qui est inférieur à N. Bon, ça, par exemple, on n'est pas obligé de regarder ça, mais regardez, c'est vrai. Si N, c'est le poids du processus, s'il est typable et qu'il se réduit, il se réduit dans un processus qui est typable aussi, mais qui a un poids peut-être plus petit, parce que peut-être on a consommé des outputs quand on a fait cette réduction. Par contre, le poids peut pas être plus grand, parce qu'on peut pas libérer d'outputs plus grands si on est bien typé. Donc vous avez raison de dire que cette fois-ci ça marche. Tout à l'heure vous essayez de me dire, si je réduis, si le réduit est typable, alors le processus originel est typable. Je dis, bah non, vous prenez la subject réduction à l'envers, et là vous me dites, si le réduit n'est pas typable, alors le processus originel n'est pas typable, et là par contre vous avez raison cette fois. Puisque là vous prenez pas l'inverse, vous prenez la contraposée, qui est de dire, la contraposée elle dit que si lui, dans le bon sens on dit, si lui est typable, alors lui est typable, donc la contraposée ce serait de dire, si lui n'est pas typable, alors lui n'est pas typable. Donc oui, vous avez parfaitement le droit de réduire ce processus, vous avez le droit dans la vraie vie, et vous avez le droit le jour d'un examen, de réduire ce processus, montrer que le réduit n'est pas typable, et de dire que par subject reduction, le terme initial ne peut pas être typable. Ah d'accord, excusez-moi, j'avais pas compris tout à l'heure, mais en fait, oui, pour montrer qu'on ne peut pas typer un processus. Ah oui, désolé. Donc effectivement, donc je me disais c'était bizarre que vous ayez proposé quelque chose de faux. Donc oui, donc bien sûr, pour les systèmes qui utilisent la subject reduction, on peut pas partir qu'un réduit est typé pour remonter sur ce qui est typé. Et par contre, oui d'accord, et le contre-exemple que je vous ai montré, c'était un contre-exemple bien sûr faux, puisque là ce que j'étais en train de démontrer, c'est qu'on peut pas utiliser le fait que le réduit est typé pour montrer que le processus originel est mal typé. Mais vous avez parfaitement raison de dire qu'on peut utiliser que le réduit est mal typé pour montrer que le processus originel est mal typé. Bien sûr, il faut que vous utilisiez cette technique uniquement pour les systèmes de type dont vous savez qui bénéficient d'une propriété de subject reduction. Très souvent, subject reduction, ça veut dire le type est préservé par la sémantique. Très souvent, quand on fait un système de type, c'est la première chose qu'on prouve. C'est l'exercice pour tous les gens qui commencent une thèse dans les méthodes formelles. D'accord, c'est la première chose, on leur fait designer un système de type, et la première chose qu'on leur fait faire dans leur thèse, c'est il faut qu'ils écrivent la preuve de subject reduction. Et donc,
Donc, on le dit pas forcément en cours sur les systèmes de type qu'on vous montre, mais la plupart du temps c'est vrai, et entre autres pour le système de Dex en Georgie c'est vrai bien sûr, si un processus est typable, alors son réduit est typable aussi, et donc vous avez parfaitement le droit d'utiliser cette technique pour montrer qu'un processus n'est pas typable, vous pouvez le réduire et le montrer que le résultat est modifié. En plus c'est moi qui ai complètement mal compris parce que vous avez écrit très clairement votre question et je l'ai lu à l'envers. Voilà, donc vous avez le droit de réduire ce processus en bang a.a bar, de dire ça c'est pas typable, donc le processus initial ne peut pas être typable. Ça c'était le TD7 qu'on était en train de regarder. Et il manque un truc, c'est ça. J'avais fait ça. Ah non, ça marche pas. Bon, peu importe. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Je voulais vous faire celui-là. Et ce sera tout pour les types simples. Enfin, pour les types de Dex en Georgie. Donc lui, il est simplement typé avec... c'est le truc de tout à l'heure avec la liste où R est un type T. Ceux-là, on les type dièse T. Et du coup, P a le type dièse. À gauche, c'est du dièse T. À droite, c'est du dièse T. Du coup... V a le type T, A a le type dièse-T, et B a le type dièse-T aussi. Donc ils sont simplement typés, mais j'aimerais bien donner des niveaux pour que ça marche. Donc il faut ici que X soit... Alors ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai un P bar là, et j'ai un P là et un P bar là. Donc la première chose que vous pouvez dire, c'est que c'est pas typable. D'accord? Pourquoi c'est pas typable? C'est pas typable parce que il faut que vous donniez un niveau à P. Donc P il va être dièse N de dièse K de T dièse L de T. Et ici, dans la continuation du processus, vous avez un output sur Y et un output sur P. Donc vous avez un output de niveau L et un output de niveau K. Donc vous pouvez pas... pardon, N. P il est de type N. Donc le poids de ce processus que j'ai entouré en rouge ici, le poids de ce processus, c'est le maximum entre L et N, vu qu'il y a un output sur Y et un output sur P. Et ici, P est de niveau N. Donc l'équation, ça devient N plus grand que le maximum entre L et N. Et ça, c'est pas possible. Donc le processus n'est pas typable. D'accord? Si vous êtes dans les systèmes avancés de Deng Georgie, de l'article initial que j'ai essayé de présenter ultra rapidement tout à l'heure, où vous avez le droit de comparer plusieurs choses, vous pouvez dire j'échange un P et un X contre un Y et un P. Et à ce moment-là, donc vous avez un P, un X contre un Y, un Y et un P. Et à ce moment-là, on peut faire le coup de l'ordre multi-ensemble tout à l'heure, et de dire, là j'ai un nom de niveau N, là j'ai un nom de niveau N, ici X est de niveau K, ici P, non pardon, je me suis trompé, pif, 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 celui qui est de niveau N, c'est P, bien sûr. Et on les compare avec l'ordre multi-ensemble, X est de niveau K, Y est de niveau L, donc si jamais vous arrivez à dire que K est strictement plus grand que L, par exemple vous avez dièse 1, dièse 2, dièse 1, si vous avez un truc comme ça, donc là vous avez K qui est strictement plus grand que L, alors ce truc-là est plus grand que ce truc-là. Mais c'est seulement dans les systèmes avancés de Deng Sun George. D'accord? Mais sinon, de base, ce processus est pas typable. Voilà. Alors, type linéaire, j'ai dit qu'on n'en faisait pas. Et on peut regarder... où il est mon truc qui coupe? Ah, mais il est pas là. On peut regarder ce que ça donne en termes de session. Alors,
donner un type de session qui convient, puis récupérer les projections des types locaux. Donc l'idée c'est qu'on veut, un client envoie une requête à un intermédiaire qui peut soit la refuser, la session s'arrête, soit l'accepter et la transmettre au serveur. Celui-ci traite alors les questions successives du client jusqu'à ce que ce dernier signale explicitement la fin de l'interaction. Donc comment je traduis ça en un type de session? Donc un client envoie une requête à un intermédiaire. Donc du coup, je regarde mes bonhommes déjà. J'ai client, intermédiaire et serveur. Ça va me faire 3 bonhommes, C, I et S. Un client envoie une requête à un intermédiaire. Donc ça va faire C envoie à I une requête. Qui peut soit la refuser, la session s'arrête, soit l'accepter. Alors l'intermédiaire, il va choisir soit l'accepter, soit la refuser. Donc, pardon, c'est pas ça que je veux faire. C'est qu'ensuite, l'intermédiaire, refuser ou accepter, ça veut dire qu'il doit parler au client. Donc l'intermédiaire va envoyer au client un choix entre deux choses. Soit il la refuse. Et à ce moment-là, la session s'arrête. Soit il l'accepte. Et à ce moment-là, il la transmet au serveur. Donc ça veut dire qu'il transmet la requête au serveur. Et à ce moment-là, le serveur traite les questions successives du client jusqu'à ce que ce dernier signale explicitement la fin de l'interaction. Donc ça veut dire que maintenant, je vais avoir une boucle, donc je mets mon début de boucle, c'est muté, et la boucle, ça va être le client envoie au serveur, donc il passe plus par l'instrument, il passe directement par le serveur, soit fin, et à ce moment-là le protocole s'arrête, soit une question, et à ce moment-là, le serveur envoie au client une réponse, et on revient en T. D'accord? C'est une manière de visualiser les boucles, le muter, T. Après, il y a des contraintes qu'il faut que... Il ne faut pas mettre T n'importe où en parallèle. Mais là, vous avez votre type de session entre le client, l'intermédiaire et le serveur. Donc, le client envoie une requête à l'intermédiaire. L'intermédiaire envoie au client un message qui est soit KO, et à ce moment-là, on arrête tout, soit OK. Mais s'il envoie OK au client, il envoie après la requête au serveur. Et ensuite, le client, qui est au courant que c'est OK parce qu'il a reçu ça, appelle le serveur, qui est au courant que c'est OK parce qu'il a reçu ça, en lui disant soit je m'arrête, et à ce moment-là, on arrête tout, soit j'ai une question, et le serveur est censé ensuite répondre à cette question par une réponse, et on revient ici. Et ensuite, le client peut reposer une question, réponse, question, classement, question, réponse, jusqu'au moment où il choisit fin, et on s'arrête. Donc voilà comment je traduis un protocole en type de session formelle. Et maintenant, je peux le projeter. Par exemple, si je le projette sur le client, ça va me donner le type de j'envoie une requête à l'intermédiaire, puis je reçois de l'intermédiaire soit KO et je m'arrête, soit OK. Et bon, ça, le client, il ne le voit pas. Mais ensuite, ce qu'il voit, c'est qu'après, il rentre dans une boucle où il envoie au serveur soit la fin et il s'arrête, soit une question et ensuite il reçoit une réponse du serveur et il recommence. Donc ça, c'est la projection de ce type sur le client. Et puis maintenant, on peut regarder la projection du type là sur l'intermédiaire, par exemple. C'est quoi l'intermédiaire? L'intermédiaire, il reçoit une requête du client. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il émet au client soit KO et ça s'arrête, soit OK, et à ce moment-là, il émet au serveur requête. Et vous voyez que là, c'est fini. Pour lui, c'est fini. L'intermédiaire, c'est il reçoit, et là on peut mettre end ici,
C'est-à-dire qu'une fois qu'il a forwardé la requête au serveur, il apparaît plus là-dedans. Donc ça devient N pour lui. Et enfin, projeté sur le serveur, qu'est-ce que ça donne? Ça donne que S, I, reçoit ici une requête. Pardon, oui, non, c'était bon. Il reçoit une requête de I. Et ensuite, il boucle sur je reçois une question. Pardon, je reçois du client soit KO. Non, pardon, soit fin. Je commence à fatiguer. Soit fin. Et je m'arrête. Soit question. Et à ce moment-là, j'envoie au client la réponse. Et on continue. C'est la boucle qui va de là. Voilà. Donc d'accord, donc c'est pas tellement sorcier. C'est juste, une fois que vous comprenez la syntaxe, de traduire ce qui se passe en français dans la syntaxe. Donc là, un agent envoie une demande à 3 participants, reçoit 3 propositions, puis décide de sélectionner 3 participants, l'envoi imprimant reçoit un objet. Ok, c'est un peu fastidieux parce que c'est juste là... je me suis trompé. Oui, j'ai dû me tromper. Dans l'intermédiaire, il reçoit une requête sur C, et il envoie... Ah oui, merci, bien vu. Hop, je vais prendre la petite gomme. Et oui, l'intermédiaire, il peut pas se parler à lui-même, vous avez raison. Merci beaucoup. Un agent demande à 3 participants, reçoit 3 propositions, sélectionner, bon, ça généralise, enfin c'est... Donc on va me voir un agent, et puis on va les appeler P1, P2, P3. Et on va voir, ça va faire A, envoie une demande à P1. A envoie une demande à P2. A envoie une demande à P3. A reçoit une demande de une réponse de P1. A reçoit une demande de P2. Ouais, j'aurais pas dû le faire, celui-là il est un peu fastidieux. A reçoit une réponse de P3. Ensuite c'est la partie intéressante. Je me mets là. Et ensuite on a une décision entre 3 trucs. Donc je vais avoir ça, plus ça, plus ça. Donc ce plus là, vous vous souvenez, c'est une décision locale. C'est en A. A va choisir de continuer avec ce protocole-là, ou ce protocole-là, ou ce protocole-là. Qu'est-ce que c'est ce protocole-là? C'est de choisir P1. Donc ce qu'il fait, c'est que il va envoyer à P1 OK, mais il va prévenir les autres. Il va envoyer à P2 KO. Il va envoyer à P3 KO. Et il va envoyer un paiement. Ils vont envoyer un P1 de l'argent. Et ensuite, il va recevoir de P1. Et ensuite, il va recevoir de P1 un objet. Et puis, ici, il envoie KO à P1 et OK à P2. Voilà. Je vais pas les faire en entier parce que je vais m'endormir. Mais en gros, vous comprenez ce qui se passe. Dans chacune des branches. Et puis sinon, vous regardez ce qu'il y a dans le cours. C'est l'exemple du cours, sauf qu'il y a un bonhomme en plus. Il y a 3 participants.
pourquoi c'est intéressant de faire ça? C'est au niveau des projections. Si vous faites la projection sur A, évidemment, vous allez avoir un truc du genre, vous envoyez un truc à P1, vous envoyez un truc à P2, vous envoyez un truc à P3, vous envoyez, vous recevez un truc de P1, vous recevez un truc de P2, vous recevez un truc de P3, d'accord? Et ensuite, vous faites votre choix interne entre trois trucs qui correspondent aux trois choses. Donc, vous voyez que c'est un choix interne et c'est différent d'un choix externe. Un choix interne, ça veut dire que vous avez deux protocoles, ou plusieurs, si vous avez, comme ici, une série de choix, et vous avez un bonhomme qui va choisir que la suite du protocole va se dérouler comme G1 ou comme G2. Puis je vous ai montré en cours que ça peut poser des problèmes. Entre autres, les problèmes que ça peut poser, c'est il faut que les autres gens du protocole sachent dans quelle branche on est. D'accord? Donc là, ça marche bien parce qu'il prévient tout le monde. Ah, là, il dit à P1, OK, et aux deux autres KO. Donc P2 et P3, ils savent pas dans quelle branche ils sont entre celle-là. P2, il sait pas s'il est ici ou là, mais en tout cas, il sait qu'il a plus rien à faire. Donc c'est bon. P3, il sait pas s'il est ici ou là, mais il sait qu'il a plus rien à faire, donc c'est bon aussi. Donc vous voyez un peu la flexibilité, c'est que on doit prévenir les gens quand ils ont des comportements différents à faire en fonction des différentes branches. Et donc donc c'est un choix interne. Un choix externe, c'est plutôt que R envoie un message à R1 et il faut choisir entre plusieurs étiquettes. Donc choix externe, c'est le choix en même temps que le message. C'est-à-dire, vous avez une personne qui offre plusieurs choix et qui attend un message pour choisir lequel, et l'autre qui choisit entre plusieurs choix et qui envoie le message pour dire c'est celui-là que je prends. Ça, c'est le choix externe. Le choix interne, c'est je vais me comporter d'une manière ou d'une autre, mais ensuite, en envoyant les messages, je devrais prévenir les gens qui ont des choses à faire pour qu'ils sachent quel est le choix que j'ai fait. Donc si vous si vous projetez ce truc-là sur A, vous avez le truc du début, et ensuite vous voyez le choix interne de A. Ici c'est un choix de A, donc vous le voyez dans le type de A. Par contre, si vous projetez sur P2, par exemple, c'est plus rigolo parce que vous voyez, il n'y a pas de choix interne dans P2. Donc le choix interne qui a été fait en A, dans P2, il doit se voir comme un choix externe. C'est-à-dire, ici, c'est A qui choisit de manière interne. Donc, dans le type de A, on retrouve ce choix interne, ce plus dans un rond, et dit c'est moi qui choisis. Et par contre, P2, c'est pas lui qui choisit. Donc, cette chose-là doit lui apparaître comme un choix externe. Et ça va bien marcher, parce qu'on a écrit le truc correctement. Il reçoit une demande de A, il envoie une réponse à A, et après, il devient je reçois de A, soit OK, soit KO. Donc, donc là, en fait, l'algorithme de projection, qui projette ce type global en un type local, il est capable de rassembler ces branches-là du point de vue de P2, pour dire qu'il y a deux branches dans lesquelles il peut recevoir KO, et qu'ensuite le comportement c'est N, et qu'il y a une branche dans laquelle il peut recevoir OK, et qu'ensuite le comportement c'est de recevoir de l'argent et d'envoyer un objet. Donc voilà ce que je voulais vous montrer ici, c'est ce choix interne qui est fait en interne d'un des participants, qui se transforme au moment de la projection en un choix externe, hein, là c'est un choix externe, un choix externe pour les participants qui ne font pas le choix. Donc lui, il subit le choix, il reçoit un choix, et lui, et c'est lui qui choisit, c'est lui qui a la main, et qui choisit quel protocole. Donc finalement, ce choix interne, il doit s'exprimer pour que le protocole soit bien formé, en un choix externe pour les autres participants. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire pendant le temps qui reste? Alors, on regarde l'examen que j'ai donné en novembre l'année dernière. Alors, normalement, il y a deux parties, une partie Carlos, une partie moi. Je sais pas s'il y a des annales de la partie Carlos. Moi, j'ai mis
les deux sujets de ma partie sur Moodle. Donc ça commence toujours par des réductions. L'idée c'est que je vous donne des processus du PyCalcul et vous devez les réduire. Donc ça, normalement, vous devriez y arriver. Celui-là, c'est il reçoit un X et il émet sur ce X. Celui-là, il reçoit un Y et il reçoit sur B. Et ensuite, là, j'ai lui qui envoie B sur A, lui qui envoie C sur A. Donc vous voyez ce qui se passe. Vous avez 4 réductions possibles ici. Soit lui joue avec lui, soit lui joue avec lui, soit lui joue avec lui, soit lui joue avec lui. Et en fonction de ce qui se passe, on peut avoir un B bar ici qui pourra jouer avec ce B là. Ou alors on peut avoir un C bar ici qui sera bloqué et qui ne pourra pas jouer avec ce B là. D'accord? Donc ça c'est l'idée Et donc vous devez écrire les réductions. Donc ce que vous devez faire, c'est vous devez m'écrire sur votre copie toutes les réductions possibles. D'accord? Donc x parallèle x bar parallèle x.x bar parallèle a de y point b parallèle a bar de b parallèle a zoom parallèle a bar de c. Soit vous avez un silo 4 couleurs et vous me faites le truc des 4 couleurs, mais je veux voir apparaître que ici il y a 4 réductions différentes. D'accord? Donc une manière de le faire, c'est de faire un graphe de réduction comme ça, en disant que d'ici, on peut se réduire en... si j'ai... Alors moi j'ai mes couleurs, donc je vais faire mes couleurs. Ça c'est la rouge, et ce sera ça. Ça c'est la bleue, et ce sera ça. Ça c'est la verte, et ce sera ça. Ça c'est la jaune, et ce sera ça. Donc si je fais le rouge, j'ai B bar parallèle A de Y, point B parallèle A bar de C. Si je fais la bleue, j'ai C bar parallèle A de Y, point B parallèle A bar de B. Si je fais la verte, j'ai A de X, point X bar parallèle B parallèle A bar de C. Et sinon ici, j'ai A de X, point X bar parallèle B parallèle A bar de B. Et ensuite ici, qu'est-ce que je peux faire lui avec lui pour arriver en B bar parallèle B. Ce que je peux aussi faire ici. Et sinon là et là, quand je fais ce truc là, j'obtiens C bar parallèle B. Et là, j'obtiens aussi C bar parallèle B. Lui, il est bloqué. Hein, et lui, il peut encore faire une étape en 0. Donc il faut que je vois apparaître sur votre copie les différentes... le fait que c'est non déterministe et non confluent, et qu'il y a différentes réductions possibles. Il ne faut pas que vous me fassiez une seule réduction, et vous me disiez ça se réduit en 0. D'accord? C'est ce que je vous demande quand je vous demande les réductions. Je vous demande justement toutes les réductions. Donnez ce que je dis par schéma de réduction. Et là je dis un schéma contenant les différents processus obtenus en réduisant le processus initial relié par des flèches indiquant la réduction. Donc c'est ça. Celui-là, il boucle aussi. Enfin, il boucle. Celui-là, il boucle. Donc du coup, on va le regarder un peu. Et... donc, comment vous faites pour réduire S2? Alors, c'est C de Y. J'ai une question sur Allez-y. l'exemple précédent. Vous pouvez revenir Ouais. là-dessus, s'il vous plaît. L'examen, celui-là ou l'autre? L'exemple, là vous avez traité Ah, le... l'exemple. Oui. Celui-là? Ouais, Ouais. non, ouais, celui-là, oui. Sur les flèches que vous avez... Ah oui, d'accord. Sur S1, Sur donc la résolution, sur ouais. la page là. Ouais, allez-y. Ouais, là, déjà. Et le truc à gauche, c'est-à-dire que là, c'est... On fait pas Hein, une réduction entre... ouais, voilà, je me suis c'est trompé. parti. Donc, Je parle au niveau de la deuxième ligne. ouais. Et le premier truc, là, c'est A bar. Est-ce que on peut faire une autre flèche pour montrer qu'il y a une réduction dans ce cas?
Attendez, donc quand je suis ici, là, Ouais, quand je suis ici, il n'y a qu'un on seul a... truc possible. Ouais, Vous êtes d'accord, hein? Parce que il y a oui, B c'est ça. bar, donc lui, il Ouais. émet du B, lui, il reçoit du A, et lui, Ah, il émet d'accord, du ok, A. ouais, ouais. Donc en fait, il n'y a qu'un seul truc possible. Le B là, il est caché derrière le truc. Donc la Ah, seule d'accord, chose je possible, voyais que Ouais, ouais, donc peut-être je l'ai mal écrit, mais là c'est un point B. Donc il faut bien voir ce truc-là d'accord. comme une composition parallèle entre trois trucs. Lui, il émet du B, Ok, lui, il reçoit merci. du A, lui, il émet du A. Donc il n'y a qu'un seul truc possible, c'est pour ça que j'ai fait qu'une flèche. Si jamais Ouais, il y a merci. plusieurs réductions possibles, il faut que vous fassiez apparaître plusieurs flèches. Ouais. D'accord. Je pensais que le B, il était isolé. Ouais, Non, non, c'est cool. moi, c'est le B qui est derrière le A qui est là, et donc du coup il est pris. D'accord. Ok, merci. Et puis du coup il devient isolé une fois qu'on mange le A, et à ce moment-là, ici on peut faire le Ouais, exact. Oui, donc je reprends ici. A bar de Z, C bar de 1, C bar de 1. Donc là, vous voyez qu'il y a 4 réductions possibles, mais qui vont être groupées par 2, puisqu'il y a ces deux trucs-là, que je réduis celui-là ou celui-là, c'est la même chose, mais c'est juste, est-ce que je vais réduire ici ou là? Si je réduis de ce côté-là, qu'est-ce que j'ai? J'ai un bang A de X, point X bar de A. Lui, il bouge pas, donc j'ai un CZ.A bar de Z, et il me reste un C bar de A. Lui, c'est vraiment ça le truc, c'est C bar de A, C bar de A. Lui, si je réduis avec du côté là, il va me rester un C de Y, point bang YX, point X bar de A, et lui, il va me rester un A bar de A. Et il me reste encore un C bar de A. Quand je suis là, ici j'ai un A, je peux rien en faire. Ici j'ai un C et ici un C, c'est ça que je peux faire. Et du coup, j'arrive sur bang A de X, point X bar de A, parallèle A bar de A. Et ici, pareil, j'ai un A que je peux rien faire, je peux faire un C avec ce C bar là, et j'arrive ici. Et là, j'ai un truc qui boucle sur lui-même, parce que lui est persistant, et il va manger lui pour récupérer une copie de lui, et cette copie de lui, ce sera un A bar de A aussi. Et donc, le schéma de réduction, le voilà. S3, dans mon souvenir, c'est un truc un peu subtil. J'ai nu C, A bar de C, C bar, nu C. Ah oui, donc voilà, donc ça c'est un test pour savoir si vous avez compris les nus. A de X.X, parallèle C. Et donc là, évidemment, la chose à faire, c'est de comprendre que ces deux C là sont différents. Donc avant de réduire, vous me renommez votre processus correctement, parce que là j'ai un UC, là j'ai un autre NuC, donc c'est pas le même NuC. Et donc vous l'appelez NuC. Le premier vous gardez C par exemple, et puis le deuxième vous l'appelez D. Et ici j'ai un NuD A de X.X parallèle D. Et maintenant, si je veux que mes processus puissent parler entre eux, eh ben, je vais tout mettre sous le même nu. Et ça, j'ai le droit aussi maintenant qu'ils ne parlent plus des nus différents. Donc je vais avoir un nu CD, A bar de C parallèle C bar, parallèle A de X.X, parallèle D. Et à ce moment-là, je peux faire une réduction, et j'obtiens nu CD, C bar, parallèle C, parallèle D. Et là, je peux encore faire une réduction, et j'obtiens nu CD, parallèle D, et le D est tout seul. D'accord? Donc, c'était un test pour voir et il n'y en avait pas eu beaucoup l'année dernière, qui me faisait réagir ce C bar là avec ce C dès le début. D'accord? Évidemment, c'est pas possible parce qu'ils font référence à des nus différents. Lui, c'est le nu qui est là, lui, c'est le nu qui est là, donc c'est pas le même nom. D'accord? C'est un nom privé ici, c'est un nom privé là, donc c'est deux noms privés différents, et donc il faut que j'en renomme un si je veux les mettre ensemble. Et voilà pour les exos de réduction de l'examen. Alors après, il y avait un exo de modélisation
avec expliquer ce que calcule S. Donc S, c'est un serveur qui reçoit des requêtes sur A, X, Y et Z. Si X est nul, ça renvoie Y. Si X est plus grand que 0, ça appelle le serveur sur X-1, Y et C. Ça reçoit le résultat sur C, et ça renvoie le résultat plus 1. Oui, donc là, c'était peut-être la partie qui était un peu ambiguë dans l'examen de l'année dernière, c'est que je voulais que vous simuliez brièvement, enfin, je voulais que les étudiants simulent brièvement ce qui se passe, et je voulais pas qu'ils me donnent l'intégralité du calcul. Donc, qu'est-ce qui se passe si je mets S à côté de A bar de 2, 3, R? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, il va se passer une réduction, et après, je vais toujours garder S, puisque S, je le garde toujours, et ce A bar de là, ça va me faire une somme entre deux processus. Est-ce que X vaut 0, donc ça va me faire plutôt le côté là. D'accord? Et le côté là, ça m'énerve cette barre. Ça m'énerve. Et le côté là, ça va être nu C, A bar de X-1, donc 1, 3, C, C de Z, R bar de Z plus 1. Ah oui, le client, on a dit qu'il faisait un RZ, pardon, donc il faudrait que je garde le RZ ici. Donc là, j'ai S, et j'ai un nouveau truc qui veut envoyer un A bar à un S, donc ça me ferait un UC, S, et je récupère une copie de ce truc-là, et je vais avoir un A bar de X-1, donc 0, 3, C, avec un UC, et un C de Z, R bar de Z plus 1, et il me reste ce truc-là ici, C de Z, R bar de Z plus 1, et il me reste ce RZ là. Et alors après, si vous êtes malin, vous voyez ici qu'il y a un UC, et qu'on a aussi un UC autour ici, donc il faut que je le change. Je vais l'appeler NuC1, ça va être C1, et ce sera différent du C qu'il y a là. Et pardon, là ça c'est pas un C, c'est un ça c'est pas un R, c'est un C. Parce que j'ai envoyé le C ici. Donc ouais, donc faut bien que je fasse attention à bien le renommer. Donc là j'ai un C, et du coup je peux encore refaire une étape. Je vais avoir un UC1, S il va rester. Ce A bar de 0 il va se transformer. Alors pardon, ça c'est C1 aussi. Ce nu bar de 0, pardon, ce A bar de 0, il va se transformer en, comme X vaut 0, R bar de Y, donc C1 de 3. Lui, il va rester, C1 de Z, C bar de Z plus 1. Lui, il va rester, C de Z, R bar de Z plus 1. Et lui, il va rester, c'est le bout du client qui reste, R de Z. Et là, vous voyez ce qui se passe. Lui, il va jouer avec lui. Donc ça va me faire nu C, C1, S qui est là pour toujours. Et ça va me faire C bar de 4. À côté de C de Z, R bar de Z plus 1, R de Z. Donc ça va se réduire en nu C, C1, S. Truc là, jouer avec le truc là. Il va me rester un R bar de 5. R de Z. Et enfin, il peut faire une réduction. Et j'envoie 5 à R. Il ne reste plus que S. Alors, qu'est-ce que j'ai calculé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai récupéré sur Z? J'ai récupéré 2 plus 3 en utilisant la définition récursive de l'addition. D'accord? Là, en fait, ce serveur-là, il calcule l'addition. Il reçoit un X, un Y et un canal de retour. Si X vaut 0, il renvoie Y, parce que Y plus 0, ça fait Y. Et si X est plus grand que 0, il calcule l'addition de X-1 et de Y, en s'appelant récursivement. Il récupère le résultat, et il renvoie le successeur du résultat.
Donc il fait x moins 1 de y, et il renvoie plus 1 de l'addition de x moins 1 y. Donc 1, pour faire 2 plus 3, il fait 1 plus 3, et à la fin il ajoute 1. Et puis pour faire 1 plus 3, il fait 0 plus 3, à la fin il ajoute 1, et pour faire 0 plus 3, bah, il renvoie 3. Donc 3 plus 1 plus 1, 5. C'est ce qui s'est passé ici. Alors, donc il fallait dire S calcule l'addition de x et y et renvoie ce résultat sur R. Et simuler brièvement, il fallait faire quelque chose qui ressemble à ça. On pouvait être plus concis que ça, en recopiant pas tout à chaque fois, mais en disant en gros ce qui se passait. Propose un serveur qui utilise S pour calculer la multiplication de ces deux paramètres. Alors ce serait plutôt un truc du genre S parallèle. Je reçois sur M X, Y et un canal R pour répondre. Comment je calcule la multiplication de X et Y? Je crée deux nouveaux canaux, C1 et C2, et je vais m'appeler récursivement sur C1. Donc je vais faire la multiplication de X moins 1. Ah oui, non, il faut que je discute si je suis nul ou pas. Effectivement. Donc si jamais X vaut 0, sur R, je renvoie 0. La multiplication de 0 avec n'importe quel Y, ça fait 0. Mais si jamais X est différent de 0, qu'est-ce que je fais? Je crée deux nouveaux canaux, C1 et C2. Je m'appelle récursivement sur X moins 1, Y, et je récupère le résultat sur C1. En parallèle, j'écoute sur C1 et je vais récupérer un résultat qui correspond à la multiplication de x moins 1 avec y. Qu'est-ce que je fais de ce résultat? Je vais demander d'ajouter y à z. Qu'est-ce que je fais? D'ajouter y à z, hein, en utilisant S, avec le canal C2. Et en parallèle, j'écoute sur C2, je reçois un U, et j'envoie le résultat sur U. Donc voilà ce que fait comment fonctionne la multiplication. C'est qu'il reçoit X à multiplier par Y et à envoyer le résultat sur R. Il regarde si X est nul. Si c'est le cas, il envoie 0 sur R. Et si X n'est pas nul, alors il crée deux nouveaux canaux, C1 et C2, qu'il va utiliser pour faire des communications privées. Il se rappelle lui-même sur X-1 et Y, en récupérant le résultat sur C1. Donc il récupère la multiplication X-1 fois Y dans Z, et ensuite il ajoute Y à X-1 fois Y. Et le résultat, c'est bien X fois Y, et il le renvoie sur U. D'accord? Donc voilà comment on peut se servir de l'addition pour faire une multiplication. Ensuite, il y avait des exercices de bisimulation. Il fallait donner l'équivalence la plus forte entre les processus suivants. Et il y en a beaucoup qu'on a déjà fait. Mais on peut essayer de regarder quand même assez rapidement s'il y en a qui nous semblent plus compliqués que d'autres. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, P1, Q1, est-ce que vous voyez ce qui se passe? Est-ce que vous voyez s'ils sont bisimilaires ou pas? P1, c'est AB plus AB, et Q1, c'est AB. Donc Q1, vous savez ce qu'il fait. Il fait A pour devenir B, puis il fait B pour devenir 0. Et P1, vous voyez ce qu'il fait aussi. Il peut soit faire le A là, soit faire le A là. Donc il a deux manières de se réduire, mais les deux manières amènent en B. Et ensuite, il fait B et il arrive en 0. Est-ce qu'ils sont bisimilaires? Alors, ils n'ont pas le même LTS, d'accord? Mais si vous faites une... Parce qu'il y en a un qui a deux réductions ici, il y en a un qui a qu'une ici. Mais si vous liez ce processus-là avec celui-là, celui-là avec celui-là, et celui-là avec celui-là, c'est facile de voir qu'ils sont bisimilaires forts. Parce que si lui fait A de n'importe quelle manière, vous répondez avec A ici, et vous avez un truc qui est égal, donc c'est bon. Si lui fait A, vous répondez de n'importe quelle manière ici, vous avez un truc qui est égal, c'est bon.
et ils peuvent rien faire d'autre que A, les deux. Donc, ils sont bisimilaires. Maintenant, ici, on a A, il ne doit pas contrôler le Y. Je comprends pas votre question. Le Y ici, le Y que j'ajoute à Z, je suis désolé, je vois pas quel Y il faudrait contrôler. Le Y qui n'est pas 0. Ah non, 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 on s'en moque. Oui, d'accord, ok, j'ai compris. Oui, on pourrait faire un truc qui dit si jamais Y est 0, je renvoie 0 directement. Alors que si jamais Y c'est 0, mais que X c'est 10 000, alors on va multiplier 0 10 000 fois par... Enfin, on va multiplier... Enfin, on va ajouter 10 000 fois quelque chose à 0 et ce sera 0. Donc effectivement, donc non, on ne contrôle pas le Y. Enfin, dire, quand on fait une multiplication, on choisit sur lequel des deux on va, on va incrémenter. Hein, c'est ce que, quand vous apprenez aux enfants les multiplications, vous dites 3 fois 4 ou 4 fois 3. Donc l'idée c'est que 3, quand vous dites 3 fois 4, c'est 4 que vous multipliez en ajoutant 3 fois, en ajoutant 3 fois 4 à 0. Quand vous dites 4 fois 3, vous ajoutez 4 fois 3 à 0. Du coup, x c'est le nombre de fois qu'on ajoute, et y c'est ce qu'on ajoute. Donc là on fait x fois y, donc 0 fois quelque chose ça fait 0, et plus d'une fois quelque chose, et ben c'est l'addition de cette chose à x moins une fois cette chose. Du coup si cette chose c'est 0, bah tant pis. On aura ajouté plein de fois 0 à lui-même, mais voilà. Alors, on pourrait écrire une multiplication plus compliquée qui check est-ce que y vaut 0 ou pas et qui est capable de tout de suite dire 0. Mais là, comme on fait une récursion, alors peut-être plus pour répondre à votre question de manière plus formelle, ici on fait une récursion sur x, c'est-à-dire on part d'un x ici et on prend un x plus petit là, mais on touche jamais à un y plus bas. Donc l'idée c'est quand est-ce qu'on s'arrête, hein. Réfléchissez à la terminaison. On ne peut pas utiliser le système de Deng-Xiang-Georgi ici, parce qu'ici on utilise un m et de l'autre côté on fait un m bar. Donc il faut être plus précis que ça. Parce que ici, on échange quelque chose de poids machin contre quelque chose du même poids. Donc on peut pas faire Deng-Xiang-Georgi pour faire la terminaison. Mais on peut quand même voir qu'il y a quelque chose qui termine, parce que quand on l'appelle sur xy, on s'appelle récursivement sur x-1y. Et donc sur quelque chose de strictement plus petit. Mais il faut bien un cas d'arrêt, et cette discussion sur x0, x différent de 0, c'est elle qui décide du cas d'arrêt. C'est-à-dire c'est celle qui dit on s'arrête quand x vaut 0, et sinon on continue. Donc c'est pour ça, en fait on n'est pas en train de vérifier x, on est en train de discuter si on doit s'arrêter ou pas dans la boucle, et c'est pour ça qu'on ne vérifie pas y, parce qu'on ne fait pas de récursion sur y, on n'est pas en train de prendre un y plus petit, y on n'y touche pas. En fait on y touche ici à y quand on fait des récursions sur a, mais après c'est le problème du serveur A qui lui va regarder si son premier argument est nul ou pas. Donc le y il sera regardé quand on fera l'addition. On continue les tentatives de bisimulation. Donc lui c'est A, B plus C et plus AC. Très bien. Et de l'autre côté c'est AB plus 1, B plus C. Donc là, les esprits forts commencent à reconnaître ce qui va pas aller. Hein. C'est que lui, il peut faire le A de gauche et devenir B plus C, ou le A de droite et devenir C. À ce moment-là, il n'a pas le choix, il fait soit B, soit C, et là, il fait C. Lui, il peut faire le A de gauche pour devenir B, ou le A de droite pour devenir B plus C. À ce moment-là, il peut faire B ou C. Et donc, vous voyez comment vous pouvez raisonner. Soit vous raisonnez par nécessité. Vous dites supposons que les deux là sont bisimilaires. Et vous jouez et vous faites exprès de jouer dans un des... Attendez, qu'est-ce qu'il faut que je joue? Oui, voilà, c'est ça. Il faut que vous jouez dans un des côtés. Donc vous supposez que les deux là sont bisimilaires. Et vous prenez du côté là, par exemple, et vous jouez sur celui-là.
Et ici, il faut que vous fassiez A et que vous trouviez quelque chose qui est bisimilaire à celui-là. Et donc vous n'avez pas le choix. C'est-à-dire, c'est soit. Enfin, si vous avez le choix, c'est soit celui-là, soit celui-là. Donc soit C est bisimilaire à B, soit C est bisimilaire à B plus C. Vous êtes obligé de choisir l'un des deux. Si lui fait A, il faut que lui fasse A et que vous restiez dans la bissimulation. Si vous mettez C et B dans votre bissimulation, ça va mal se passer. Parce qu'il y en a un qui est capable de faire B et pas l'autre, et un qui est capable de faire C et pas l'autre. Si vous mettez C et B plus C dans votre bissimulation, ça va pas marcher non plus parce que lui est capable de faire B et pas lui. Donc en fait, quand lui a choisi la partie droite, l'autre, il peut pas choisir une partie qui correspond exactement à ça. Donc c'est trop tard. Enfin, c'est pas donc c'est trop tard, c'est donc ils sont pas bisimilaires. Ils sont pas bisimilaires forts, ils sont pas bisimilaires faibles non plus parce qu'il n'y a pas de notion de faiblesse ici. Est-ce qu'on pourrait le montrer d'une autre manière? Alors le montrer d'une autre manière, c'est trouver un processus testeur ou trouver une formule de la logique de Hennessy-Milner qui distingue les deux. Est-ce qu'on voit une formule qui est vraie dans l'un et qui est pas vraie dans l'autre? Alors, A, B, trou. Qu'est-ce que ça veut dire ça? J'ai des trous. Ça veut dire, pour toutes les manières que le processus a de faire A, il peut faire B et ensuite être vrai. Donc en gros, ça veut dire, pour toutes les manières qu'il a de faire A, il peut faire B. Ça, cette formule, elle est vraie ici. Pour toutes les manières qu'il a de faire A, il peut faire B. Là, il fait A, il peut faire B. Là, il fait A, il peut faire B. Cette formule, elle est fausse ici. Pour toutes les manières qu'il a de faire A, il ne peut pas faire B parce qu'il y en a une ici pour laquelle il ne peut pas faire B. Donc là, on a trouvé une formule à Hennessy-Milner logic qui est vraie pour ce processus-là et fausse pour ce processus-là. Donc, ils ne sont pas bisimilaires forts par le théorème de correspondance entre la logique de Hennessy-Milner et la bissimulation forte. Alors, celui-là, P3, c'est un processus qui peut faire A pour venir sur lui-même ou B pour venir sur lui-même. Vous voyez bien, c'est A, P3, etc. Et Q3, c'est un processus qui prend un nom privé C, qui a un jeton C, qui peut utiliser dans une de ces deux réplications bang C A C bar ou bang C B C bar. Et donc l'idée c'est que d'un point de vue extérieur, ce processus-là, il fait aussi du B et du A. C'est-à-dire, soit je fais le C là, et je récupère un A, et ensuite je peux me relancer. Soit je choisis le C là, je peux faire un B, et ensuite je peux me relancer. D'accord? Mais ils sont pas bisimilaires. Pourquoi ils sont pas bisimilaires? Parce que imaginez que celui-là, enfin ils sont pas bisimilaires forts, ça c'est sûr, mais ils sont pas bisimilaires faibles. Pourquoi? Parce que imaginez que celui-là fait taux, il est obligé de choisir un des deux trucs. Donc par exemple il fait taux pour aller en UC, les deux bangs sont toujours là. Mais il a choisi par exemple lui, donc il lui reste A.C bar. D'accord? Donc s'il fait taux, il doit être lui doit faire 0 taux ou plusieurs taux et être bisimilaire avec lui. Donc si j'ai lié lui à lui et que lui fait taux, lui doit être lié à autre chose. Mais lui de toute façon il a qu'un seul état, donc ça veut dire que lui doit être bisimilaire à lui. Et là vous voyez ce qui se passe, c'est que lui est pas capable de faire un certain nombre de taux et B, alors que lui est capable de faire B. D'accord? Donc là, j'utilise la technique des barbes. D'accord? C'est le fait que lui a B comme barbe, et lui a pas B comme barbe faible. C'est-à-dire lui, il peut plus faire taux, il peut juste faire A, et lui peut faire B. Donc l'idée, c'est ça. C'est que là, on choisit entre faire A ou B, alors que là, on choisit entre deux trucs, et en fonction de ce qu'on a choisi, soit on est bloqué, on pourra faire que du A, soit on est bloqué, on pourra faire que du B. Oui, non mais partez si vous avez partiel. Normalement, je mets tout à l'heure les trucs sur YouTube. Et je vais finir cet exo de simulation et puis ce sera fini le TD de toute façon.
Ici, vous avez un processus P4. Alors, peut-être celui-là, on l'a déjà fait en cours, je me demande. Il fait A pour arriver dans un processus et il fait B pour revenir en P4. Et Q4, il a deux noms nu C et D. Il a un banc C.A.D bar, parallèle banc D.B.C bar, parallèle C bar. Il me semble qu'on l'a déjà fait celui-là. Donc lui, il peut faire qu'un seul truc, c'est qu'il fait un taux. Ensuite, donc il récupère un A D bar. Donc ensuite, il fait un A. Avec son D bar, il refait un taux. Il récupère un B C bar. Avec son B, bah, il fait un B. Et avec son C bar, il fait un. Bah, et puis c'est même pas il fait un B, c'est qu'il revient sur lui-même en faisant un B. Du coup, là, on a deux processus qui, euh, qui sont linéaires, d'accord. Et donc, on va voir que c'est facile d'égaliser celui-là avec celui-là, et d'égaliser celui-là avec celui-là. Alors, je n'ai pas changé de couleur du tout. Et d'égaliser celui-là avec celui-là et celui-là. À ce moment-là, quand là vous faites taux, bah, vous restez avec dans la bisimulation. Quand vous faites A, vous arrivez à lui et donc lui fait A et vous arrivez à lui aussi. Quand vous faites taux, lui bouge pas et donc vous restez dans la bisimulation, etc. Donc ça c'est un bon exemple de choses qu'on a fait et que vous savez déjà faire. Et alors le dernier, alors jusqu'ici c'était des processus de CCS, j'essaye toujours de donner un processus du pi calcul. Lui j'ai D de A.A et en face il a, pardon, parallèle B bar, j'avais pas vu ce petit bar qui traînait. Et lui il a B bar point D de A point A plus D de A point A point B bar plus D de A point B bar point A. Alors, si je veux faire le LTS de ce truc-là, qu'est-ce qui peut se passer? Soit il fait B bar, il devient D de A point A. Et D de A point A, il reçoit une infinité de valeurs possibles. Il fait dv, et à chaque fois, il est capable de faire v. Soit il fait pas b bar, à ce moment-là, il peut recevoir sur d une infinité de valeurs v, et à ce moment-là, s'il reçoit une infinité de valeurs v, qu'est-ce qui se passe après? Il devient v.b bar. En fait, il y a deux trucs qui nous intéressent, c'est est-ce que v c'est un b ou pas. Donc là, je vais faire l'infinité des valeurs telles que v est différent de b, et à ce moment-là, il devient un truc qui est, je fais soit l'un, soit l'autre, et c'est fini. Ou alors, il reçoit db, il devient b.b bar, et à ce moment-là, il fait un losange avec un truc au milieu. Donc voilà à quoi ressemble le LTS de celui-là. Lui, soit il fait b bar ici, et il devient d de a point a. Et à ce moment-là, il peut faire une infinité de réductions possibles, où il reçoit un v, et il devient juste v, et à ce moment-là, il fait juste v. Donc tout cela, c'est les mêmes. Lui, ou alors il peut faire ce truc-là ici, il reçoit une infinité de d de v, et il fait ensuite v, puis b bar, où il devient lui, il reçoit une infinité de d de v différents, et à chaque fois il devient b bar, puis v. Bon, on a envie de dire qu'ils sont pas bisimilaires, parce que lui, il peut faire un taux après avoir fait un dB, alors que lui, il n'a pas de taux à sa disposition, c'est ça? Oui, il n'a pas de taux à sa disposition. Mais on voit que c'est compliqué. Alors, on se souvient du théorème de correspondance, enfin d'axiomatisation, enfin non, de caractérisation de la bissimulation par l'équivalence barbue. Et on va essayer de trouver un terme qui discrimine ces deux processus. Et le terme, ça va bien sûr être d bar de b. Si vous faites d bar de b parallèle P5, vous pouvez faire un taux. Non, il faut plus que je sois malin et que je fasse Q5. D bar de b parallèle Q5, il peut faire taux. D bar de b parallèle Q5, il peut faire
taux pour arriver en b.b-bar. Et de l'autre côté, j'ai d bar de b parallèle P5 qui peut répondre à ce taux uniquement en devenant b bar parallèle B. Et lui a taux comme barbe, d'ailleurs lui a aussi b bar comme barbe, alors que lui n'a pas b bar comme barbe. Donc si jamais lui fait un taux pour choisir une de ses branches, lui il a qu'une manière de faire un taux et on arrive dans quelque chose qui n'a pas les mêmes barbes que la précédente. Donc c'est beaucoup plus facile de trouver le témoin et ensuite de faire juste les taux et de regarder ce qui se passe. On n'a pas à se taper le branchement infini. Donc c'est ce qu'on avait dit la dernière fois sur le fait que pour montrer que deux processus ne sont pas bisimilaires, et ben c'est souvent plus facile de montrer que d'utiliser d'utiliser l'équivalence barbue plutôt que de regarder dans le détail ces choses-là. Donc voilà les types et un exo de session, acheteur, vendeur et courtier. Donc je vais pas le faire parce que j'ai déjà fait 2 exos de session tout à l'heure, mais l'idée c'est... Donc regardez ce que j'ai donné comme examen équivalent à celui que vous allez avoir la semaine prochaine, l'année dernière. 3 réductions, une question de modélisation, 5 questions de bisimulation, hein, c'est le gros du truc, de montrer que vous avez compris ces exercices de bisimulation. 2 petites questions de type, on a vu ça va assez vite, hein, je vous demande juste de donner le gamma qui va bien, et une question où il faut donner le type de session et la projeter sur quelque chose. Donc ça fait 1,5 plus 2, 3,5, 8,5, 9,5, 11,5, donc il y avait... Donc normalement c'est sur 10, et donc vous voyez qu'il y avait du RAB, il y avait 11,5 points sur 10, alors évidemment, dans l'examen de 2 heures, il y a la moitié qui est donnée par Carlos. Et l'examen, il aura la même tête, en tout cas la partie de l'examen que je donnerai à Carlos, c'est sûr qu'il y aura la même tête, et c'est très probablement, il y aura les trucs dans le même ordre, c'est-à-dire réduction, modélisation, bisimulation, type, et une question de session. Donc voilà, je m'arrête là. Si vous avez des questions, des doutes, etc., essayez de me contacter par mail ou sur Discord si vous avez mon Discord. Révisez bien pour la semaine prochaine. Et je vous dis, de mon côté, il n'y aura pas de surprise. Donc venez avec toutes les notes que vous avez prises, tous les documents, etc. Vous avez droit aux documents manuscrits. Je pense que vous avez droit aux documents imprimés aussi. C'est ce que dit tous documents papier. Par contre, vous n'avez pas le droit de venir avec votre portable pour regarder les vidéos YouTube, évidemment. Du coup, il faut en faire la transcription aussi. Voilà, merci beaucoup. Et puis, bon mercredi, révisez bien, bon examen la semaine prochaine.